Port-Louis, ville maritime, ville militaire. Après s'être longtemps dénommé Blavet, son nom actuel lui est donné par Louis XIII en 1618. Sa position stratégique en fait très vite un port de corsaires, puis le port d'attache de la Compagnie des Indes orientales, avant que les chantiers de construction navale ne donnent naissance à la ville de Lorient au XVIIIe siècle. Le destin de Port-Louis est alors essentiellement militaire. La marine nationale s'y installe pour près d'un siècle, avant elle aussi de quitter Port-Louis pour l'Orient. À partir du XIXe siècle, deux activités vont prendre le relais, les bains de mer et les activités de pêche et de conserverie. Le XXe siècle conserve pourtant une activité militaire, témoin ces marins marchant en ordre sur la cale, tandis que les sardinières qui viennent de traverser toute la ville en venant du Gavre s'en vont à Lorient, en portant sur la tête le traditionnel panier rond rempli de sardines pour les vendre au marché. L'activité est maritime, la pêche bien sûr, avec la sardine avant 1914, puis le thon de 1914 à 1939. Et les conserveries installées au plus près des zones de débarquement des poissons, mais aussi le commerce maritime, dundee à voile puis vapeur, avec des liaisons régulières vers le pays de Galles, Nantes, Bordeaux, Marseille. Sur la grande plage de la ville, c'est une toute nouvelle activité qui apparaît, les bains de mer. On ne parle pas de loisirs, pas encore, mais de santé. Le soleil et l'air iodé sont désormais reconnus pour leurs bienfaits et chacun vient en profiter. Les cabanons de toile s'installent sur la plage. Un établissement de bain est créé, une structure pour les hommes, une autre pour les femmes, accompagnée des cabines en bois pour se changer avant de profiter des bains chauds dispensés dans les bâtiments en dur. La barque ne doit rien au hasard, c'est une obligation légale car elle est occupée par le maître de natation. Sur place, on peut tout louer, cabine, tente et même maillot de bain. Mais que serait la mer sans casino? Celui-ci est créé en 1922 directement sur la plage. Il proposera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale son restaurant, son dancing, ses concerts et ses 5 o'clock. Dans les glacis de la citadelle, une zone s'est peu à peu dédiée aux promenades et aux loisirs. Les pâtis font la jonction entre ville et plage, notamment le Bois d'Amour dans la partie boisée proche de la ville. Ils accueilleront les premières courses cyclistes dès 1898, des tennis et de nombreuses manifestations à une époque où le costume hésite encore entre modernité et tradition. Dans le centre de Port-Louis, la Grand-Rue est un lieu d'une intense activité. Au milieu des belles maisons construites pour ceux qu'on appelait les bourgeois de navires, autrement dit les armateurs à la grosse aventure des bateaux de commerce du XVIIIe siècle, on dénombre au début du siècle jusqu'à 30 commerces. La première banque s'y installe. Dans la rue de la Pointe, près du port, on dénombre pas moins de 18 cafés, en général tenus par les femmes de pêcheurs, qui partagent leur temps entre le ravaudage des filets et le débit de boissons. Plusieurs bouchers, boulangers et artisans sont également présents, le commerce est florissant. La place Notre-Dame accueille le resplendissant Café du Commerce et à côté, Tea-Well, la maison haute, en d'autres termes, la mairie. En face, la rue des Dames. Y vivaient au XVIIIe siècle les épouses des capitaines de navires, souvent absents. Madame de Sévigné y séjournera un temps. Au tournant du siècle, deux sociétés semblent cohabiter. Le chic parisien de quelques élégantes et la fidélité aux coiffes et aux habits traditionnels. Place Saint-Pierre, l'église du même nom a remplacé en 1859 la petite église de style gothique flamboyant jugée inadaptée. Le marché va se tenir là jusqu'en 1860. Comme souvent, une fontaine a été installée sur la place car il n'y a pas encore d'eau courante dans les maisons. Dans l'entre-deux-guerres, on dénombre encore 450 maisons dans Port-Louis. Beaucoup seront détruites par les bombardements de 1944. Locmalo est alors le faubourg de Port-Louis. Les pêcheurs y habitent et leurs épouses trouvent souvent à s'employer dans les riches maisons du centre. Beaucoup vont devenir couturières pour compléter les revenus de la maison. En attendant, elles sont aussi lavandières et lavent le linge à l'air libre. Ainsi accolé à la mer, Port-Louis doit faire face à un besoin impératif, l'accès à l'eau. Bien sûr, la plupart des habitants ont fait creuser un puits dans leur jardin ou leur maison, mais l'eau est souvent saumâtre et de mauvaise qualité. En 1921, un forage est réalisé sur un terrain de Riantec à une profondeur de 27 mètres pour alimenter la ville en eau potable. Les travaux vont durer 4 ans avant que l'eau courante n'arrive enfin dans les maisons. Les fontaines ont perduré, mais le calvaire a quant à lui disparu. L'électricité arrivera en 1930, le train l'a précédé.
Inaugurée en 1902, la gare de Port-Louis accueille des trains à vapeur pouvant allègrement frôler les 25 km/h. La ligne à voie étroite relie Port-Louis à Beau en passant par Riantec et Hennebont où elle rejoint la ligne principale. Mais l'aventure ferroviaire ne durera pas longtemps. Alors qu'on espérait des développements plus importants vers Auray ou Étel, les finances ne suivront pas. Dans les années 30, elle est désaffectée car jugée non rentable et surtout supplantée par la gare de Lorient. Car le plus gros trafic est celui qui se fait sur l'eau, à la voile d'abord, puis depuis 1847 à la vapeur. La navette qui fait traverser chaque jour les ouvriers et les militaires se rendant à l'arsenal de Lorient. Dans les années 30, ce sont 460 000 passagers transportés chaque année, près de 1500 par jour. Cela sans oublier les liaisons avec l'île de Groix et avec Kernevel de l'autre côté de la rade.